Aujourd'hui, dans l'appart politique, nous recevons un homme dont le parcours a traversé les grands moments de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il a été ministre, acteur des accords de paix et a occupé des postes clés au sein du gouvernement. Mais au-delà de la politique, il y a aussi l'homme, l'enfant qui a grandi loin des projecteurs, l'étudiant engagé, celui qui a fait de l'éducation et de la culture ses chevaux de bataille. Albert Mabry-Touaqueus a connu des alliances, il a connu des ruptures, il a fait des choix, pris des positions parfois controversées et s'est imposé comme une voix qui compte sur l'échiquier national. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son parcours avec sincérité et sans détour. Bienvenue dans l'appart politique. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Abdallah Mabry-Touaqueus, Monsieur le Ministre, bienvenue dans l'appart politique. Merci. Alors, comment vous vous sentez? Très bien. Alors, on espère que vous vous sentez un peu aussi comme chez vous parce que on fait le maximum pour que cet appartement ressemble un peu aussi à nos invités. Et donc, vous voyez, on a réuni ces quelques photos qui représentent une partie de votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit mur de photos? Ah oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos qui me touchent personnellement. En tout cas, merci, c'est très gentil. Alors, on va en commenter 3. Ok. Vous êtes libre de les choisir. Vous voulez commencer par laquelle? Je commence évidemment par la photo avec mon cœur. Mon épouse, c'est une photo qui voudrait ici traduire tout l'amour, tout l'attachement. C'est ma vraie moitié, elle m'apporte beaucoup. Je suis heureux à ses côtés. Je pense qu'elle aussi, elle est heureuse avec moi. Je pense que c'est une photo importante. Vous avez posté cette photo à la Saint-Valentin sur vos réseaux. Ouais. Vous êtes l'un des couples quasiment les plus glamour de la politique. C'est voulu ou c'est juste l'expression de... Non, c'est la réalité, c'est notre vécu, c'est vraiment ce que nous sommes. Voilà, c'est comme ça que nous sentons l'un avec l'autre et voilà. Alors la plupart des personnalités politiques s'affichent peut-être un peu moins. On vous en parle de cette proximité, de cette visibilité avec votre épouse? Oui, quelques personnes attirent notre attention pour apprécier. Et j'espère que c'est des appréciations sincères et nous souhaitons, en tout cas, pour tous les couples, jeunes ou vieux, de se sentir heureux, en tout cas à l'intérieur du ménage. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Oui, c'est très important. Alors, deuxième photo qu'on va commenter ensemble. Qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. Je vois cette photo. Je dis encore merci à mon ami. Je dis mon ami parce que c'est donc un tonton du village qui était à Abidjan, Moncaldolf, qui venait au village de temps en temps et qui en son temps avait donc était l'un des rares à avoir des appareils photos. Ouais. Donc, il faisait des photos. Et donc, il a beaucoup de photos de nous, du village, des villages voisins, des parents, des grands-parents. Et c'est quand j'ai reçu les ressortissants du village il y a 2-3 ans qu'il m'a ressorti la photo. Évidemment, j'avais vu ça déjà avant, mais je n'avais même pas de copie. Et c'est comme ça qu'il m'a ressorti. Et donc, quand on m'a envoyé par WhatsApp, j'envoie à mes enfants, à mon épouse et tout ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est moi bébé. Alors, j'étais à Pucho, il paraît-il. Voilà. Elle est sympa, cette photo. Elle est très belle. Merci. Alors, une troisième photo. Une troisième photo, quoi? Je suis, il y a l'embarras du choix. beaucoup d'embarras. Je peux parler de ma mère, je pourrais parler de mes enfants, d'un moment important, la Oumra avec mes enfants à la Mecque. Je peux parler de mon père, je peux parler de quelqu'un que j'ai accompagné solidement, le général Robert Gueye, parler de mes amis d'une certaine époque, notamment quand je dirigeais le PDC-RDA aux États-Unis. J'étais le premier délégué général du PDC-RDA aux États-Unis, mais je voudrais juste parler de cette photo avec le président de la République à la Saint-Ouattara. C'est une photo importante. C'était quand nous préparions donc le deuxième tour de l'élection de 2010. Donc on s'était retrouvés à la résidence du président Bédié pour faire des photos en vue des affiches. Et c'est cette photo que j'ai fait avec le président, qui est l'expression de ce qui nous lie en réalité.
et puis ensuite de notre combat commun, de la raison pour moi d'être encore à ses côtés aujourd'hui pour construire la Côte d'Ivoire. Et je souhaite que vraiment, dans le cheminement politique, il y ait des liens solides qui résistent à toutes sortes de difficultés. On sait que vous vous êtes rapprochés, vous vous êtes séparés, en tout cas politiquement, mais ça n'a jamais affecté vos relations personnelles? Non, ça n'a jamais affecté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes parents quand je suis revenu d'exil, qu'après les élections législatives, j'ai eu une rencontre avec le président qui m'a dit, il comprenait pas que je sois en dehors de la maison commune. J'ai demandé un temps de réflexion, j'ai consulté. Et j'ai confié, pas seulement à mes partisans dans l'UDPCI en son temps, mais aussi à mes parents, aux populations du Tonkpi, que malgré ce qui s'était passé, mon éloignement pendant 2 mois et demi, le président prenait de mes nouvelles tous les jours. Il me faisait appeler. Il m'invitait à revenir. Et avant que je ne rentre, je l'ai eu 2 jours avant pour l'informer. Je suis rentré, il m'a reçu, et donc c'est un père, évidemment, qui se fâche avec l'enfant lorsque ça ne va pas, mais évidemment qui sait que c'est l'enfant et qui est toujours prêt à ouvrir ses bras pour l'embrasser. Est-ce que cette photo, ça traduit un message peut-être aussi aux militants, aux Ivoiriens, qu'il faut dépassionner le débat politique et que les oppositions restent des oppositions d'idées et pas de personnes? Absolument, absolument. Je pense qu'il est important que notre démocratie soit une vraie démocratie. Ça ne signifie pas qu'on demande des élections pluralistes et autres, mais ça signifie également que nous devons savoir qu'on est opposant, mais on peut être des amis, on peut être des frères, on se retrouve dans d'autres cadres et on doit se mobiliser quand il faut et surtout établir des liens de confiance qui peuvent donc résister à toutes sortes de secousses. Alors, je vous propose qu'on continue ce petit parcours installé confortablement dans notre canapé. Merci beaucoup. On y va. Alors, j'espère que vous êtes bien installé. Très bien installé. Vous aimez ce qu'on a fait de la déco? C'est un bel appartement. Je pense qu'on se sent bien ici. On peut se laisser aller à quelques confidences, parler de vous. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par le commencement. Votre enfance, vous êtes né à Zouaounia. Alors, qu'est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Quelle enfance vous avez eue? Une enfance plutôt heureuse, enfant désiré. J'étais donc évidemment choyé, mais en même temps qui a eu la chance d'être pris en main par les parents pour aller à l'école très tôt. Et je me rappelle que quand j'ai quitté Zornien pour me rendre, parce qu'il n'y a pas de collège à Zornien en son temps, pour aller en 6e au collège d'enseignement général de Danané, ma mère venait jusqu'à Danané avec des plats 1 fois par mois. Et quand elle devait arriver, toute la cour était heureuse. Bon, c'était aussi l'engagement des parents, l'envie de dire il faut y aller, faut aller à l'école. Et donc c'était ça mon enfance, donc responsabilité, mais aussi attachement à la culture, au respect des parents, des plus grands, et voilà ce que ça a été. Alors justement, on va regarder cette photo. Ça, c'est votre père. Oui, tout à fait, qui me mettait sur les épaules, au dos, qui au CP1, au CP2 m'accompagnait à l'école. J'étais à l'école catholique de Zornien et attendait que les cours finissent pour que nous retournions. Voilà. C'était un papa poule. Voilà, tout à fait. Donc c'était ça et c'était important. Est-ce que vous diriez que vous avez gardé comme trait de caractère de lui? L'amour, il est parti trop tôt, donc mais l'amour de l'enfant, le désir de voir l'enfant réussir, parce que c'était, je crois, l'expression de dire je t'accompagne à l'école, tu restes à l'école. Et quand je disais tout à l'heure que des fois je disais je veux pas aller à l'école pour qu'on me donne des cadeaux, c'est parce que je savais que c'était un moyen de chantage qui marchait sur les parents. Et on va voir aussi cette photo de votre mère. Oui, c'est donc ma mère, c'est d'elle que je parlais tout à l'heure pour les déplacements jusqu'à 45 kilomètres pour apporter à manger à tous ceux qui étaient chez mon tuteur avec nous, et y compris les tutrices et tout. Ma mère a beaucoup fait pour moi, tout mon parcours jusqu'à l'âge adulte, je lui dois énormément. Alors justement, quand on a des parents comme ça que vous appréciez tant, est-ce que c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire soi-même dans sa propre famille?
Absolument, absolument. D'abord, vis-à-vis des enfants. Savoir qu'un enfant reste un enfant, quel que soit l'âge et tout, et donc les encourager, leur dire ce qu'il y a de mieux pour eux, les encadrer, les soutenir, les comprendre, mais surtout leur donner des orientations. Et puis après, il y a tout l'environnement, il y a les relations avec les frères, avec les sœurs, avec les autres membres de la famille. Alors, on va voir ces photos qui représentent votre famille. Ouais. Vous aimez ces moments-là passés en famille? Oui, oui, c'est des bons moments. Vous savez, je suis un villageois, mais mon épouse et mes enfants, qui sont très complices, et très souvent nous amènent à des séances comme ça de photos, des moments heureux. Et c'est pour cela que nous demandons pour que au moins au mois de décembre, tous viennent afin de passer des moments très heureux d'avoir des enfants qui soient attachés à nous. Et on leur apprend aussi à s'aimer entre eux. C'est très important d'être complices, d'être des frères, des sœurs qui s'aiment. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, de votre engagement en politique? Ah oui, bon, tous mes enfants sont nés là-dedans parce que j'ai commencé très tôt. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé dans leur vie, m'ont vu là-dedans, ont donc pris acte de ça, savent m'accompagner, savent me donner des conseils utiles, surtout que les enfants ont maintenant suffisamment grandi pour certains, donnent des conseils. Quelquefois, voir des choses sur les réseaux sociaux, on m'appelle tout de suite. Tu aurais dû faire ci, papa, tu aurais dû... C'est des vrais conseillers. Ah ouais, c'est des vrais conseillers. Et il y en a qui ont vraiment des réflexes politiques importants. Oui. Est-ce qu'il y a des ambitions déjà parmi eux? Est-ce qu'on a envie Alors, de marcher il y en avait une, la deuxième, quand nous partions à Zornia, elle disait qu'elle voulait être maire de Zornia. Quand je voyais le maire d'ailleurs le taquiner, j'ai dit, ah, tu as une adversaire qui se prépare et tout. Alors, nous sommes allés récemment, et puis apparemment, elle ne veut plus la mairie de Zornia, parce que bon, finalement, elle voit que c'est un sacerdoce vers la politique chez nous. C'est beaucoup de difficultés, mais je suis convaincu qu'on finira par avoir de la vocation à l'intérieur, parce que et moi, mais et aussi leur maman qui est à mes côtés aujourd'hui, qui elle aussi est un produit de la politique, hein, parce que son père était membre fondateur du RDR, il a fait la prison pour le compte du RDR, sa mère était grande militante du PDCI, ensuite nous avons tous migré ensemble à l'UDPCI avant d'arriver au RHDP, donc tout ça fait que je suis convaincu qu'il y en aura un ou deux qui vont finir à faire la politique, mais on ne va pas du tout les obliger à faire la politique. Oui, c'est la question que j'allais poser. Ce sera un choix libre. Hein. C'est un milieu choix libre, ils apprécieront et puis ils verront bien. C'est un métier plutôt difficile. C'est un métier plutôt difficile. Avant d'arriver là, vous avez grandi, vous êtes forgé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire, donc, c'est l'école primaire à l'école catholique de Zornia. Ensuite, le collège, au collège d'enseignement général de Danané, les CG en son temps. Et puis, le lycée au lycée moderne de Mans, donc un baccalauréat D. Et puis une orientation à l'université d'Abidjan, où j'ai beaucoup hésité entre pharmacie, médecine, chirurgie dentaire, etc. Et puis j'ai fini par faire l'école de médecine. Je suis donc sorti médecin. Et puis j'ai voulu faire de la santé publique. La santé publique, c'est tout ce qui relève des stratégies, de la politique, du management, etc., etc. J'ai voulu aller à l'école de santé publique de Paris. Ça faisait des difficultés. Et puis j'ai un de mes amis, un de mes grands amis, je suis en train de regarder cette photo d'ailleurs pour voir s'il est là-dessus. Non, il n'est pas là-dessus. Qui m'a dit, mais il était aux États-Unis. Il m'a dit, mais viens aux États-Unis. Donc je pars le trouver. Et puis bon, évidemment, j'ai fini par être inscrit pour un master en santé publique, d'abord à Seattle, puis ensuite à Washington, sous l'effet de la politique. Et donc, j'ai fait un master en santé publique avant de rentrer. Et puis après, il y a eu d'autres formations parallèles, notamment au Japon.
Avant ce séjour aux États-Unis, vous étiez déjà militant politique, vous étiez déjà engagé en politique? Oui, puisque j'étais MES6. Alors, j'ai embrassé le MES6 au lycée et surtout à l'université. Donc, j'ai été responsable du MES6 à la faculté de médecine d'Abidjan, et une fois que vous avez ces responsabilités, en plus, j'étais le président des présidents, puisque je coordonnais l'ensemble des universités, grandes écoles pour les comités de MES6. Donc, vous pouvez pas sortir de ce moule sans être... Quand vous sortez de là, vous êtes formaté pour faire la politique. Voilà. C'est à ce moment-là que vous savez que vous allez avoir un engagement politique. Absolument, absolument. C'était déjà un engagement politique. Oui. Parce que 90 m'a trouvé à l'université, j'étais en fin de cycle. Et 90, c'était donc le retour au multipartisme. C'est cette déclaration dont justement ma sœur dont vous avez parlé tantôt évoquait, et donc c'était une ambiance particulière sur le campus. C'était un combat. D'ailleurs, nous avons failli, paix à son âme, mon ami Ahmed Bakayoko et moi, être les premiers sacrifiés de la FESI, puisque nous pensions aller faire un débat contradictoire à la cité universitaire de Yopougon un soir. Quand on nous a entourés, on voulait donc nous braiser, ils ont envoyé des pneus, ils sont allés chercher le carburant, et c'est grâce à la CRS que nous avons pu sortir de là. Donc, c'était déjà des engagements politiques que nous avons pris, et donc tout le reste n'est que logique. Quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a une personne en particulier qui joue un rôle dans votre épanouissement. Ouais, je vois cette photo, le général Tani Uyeni, que j'ai connu en fin de cycle. Il était chef d'état-major particulier du président Houphouët-Boigny. Il m'avait découvert au moment où je coordonnais donc les activités du MESI à l'université, dans les grandes écoles, et donc je le fréquentais. Et quand je suis allé aux États-Unis, je suis resté en contact avec lui. D'ailleurs, il s'est impliqué dans tout ce qui s'est passé. Quand je suis rentré, tout de suite, il était secrétaire général du Conseil national de sécurité. Je devais être fonctionnaire puisque j'étais venu en temps faire le concours de recrutement des médecins. Mais ça prenait du temps, donc il m'a demandé de travailler avec lui. Donc j'étais chef de département au Conseil national de sécurité, chargé de la prévention des catastrophes et des épidémies. Et donc, c'est un monsieur qui a beaucoup fait dans ma vie. Il était devenu comme un père. C'est lui qui a amorcé d'ailleurs les relations que je tisse aujourd'hui avec la région du Sud Komoué, avec le royaume Saint-Louis, puisque nous partions au village à Krendiabo ensemble, etc., etc. Et c'était vraiment un conseiller, même jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je continuais de le fréquenter. Aujourd'hui, j'ai des relations avec ses enfants, plusieurs officiers supérieurs au niveau de l'armée, de la gendarmerie, d'autres qui sont dans le business. C'est un père. Pour vous, c'est important la reconnaissance en politique de ceux qui vous ont façonné? Absolument, absolument. Lui, c'était pas politique, mais c'était la vie. C'était vraiment une prise en main vis-à-vis du président Houphouët-Boigny, vis-à-vis du président Bédié, avec qui il a travaillé aussi. Donc, c'était ça, le général Tani pour moi. Maintenant, il y en a d'autres avec qui j'ai fait la politique. On va en parler. Alors justement, vous avez évolué au sein du PDCI. Qu'est-ce que vous pensez de Houphouët-Boigny? C'est un modèle, c'est notre grand-père, nous a laissé des impressions qu'on ne peut pas qualifier. Chaque fois que des situations se présentent ou que vous regardez les œuvres de Houphouët-Boigny ou ses discours, vous dites quel homme il était, quelle vision. Et c'était un homme de vision. C'était une particularité, comme on le dit. On dit Dieu n'en donne pas comme ça tous les jours. Il en donne peut-être un par siècle et tout. C'était ça au fouet. Donc pour nous, c'est un repère, c'est la référence, c'est notre modèle, c'est le modèle achevé. Voilà. Bon, maintenant c'est un homme. Il a dû commettre des erreurs, mais on retient de Houphouët-Boigny que c'est lui qui a façonné la Côte d'Ivoire moderne.
Vous aviez des relations particulières aussi avec Henri Konan-Bédier. Je me souviens qu'on avait tout à fait. Échangé notamment juste après son décès à la réalisation de... Tout à fait, tout à fait. Le président Bédier, donc, c'est lui qui m'a payé le billet d'avion pour aller aux États-Unis. C'est lui qui a pris la décision de me nommer délégué général, premier délégué général du PDCI aux États-Unis. C'est donc lui qui m'a fait revenir et a donc autorisé que je travaille au Conseil national de sécurité, qui était quand même une structure stratégique. Et puis après, il y avait vraiment toute la confiance que nous avions. Et malgré qu'un certain nombre de militants et moi soyons sortis du PDCI pour créer l'UDPCI, j'ai continué d'avoir des relations de père à fils avec le président Bédier. Je partais prendre des conseils, des avis, des bénédictions avant d'engager un certain nombre d'activités politiques. Alors justement, quand on parle d'avis et de conseils, vous avez exercé aussi dans la médecine avant de revenir à plein temps dans la politique. Comment se fait ce choix-là? Est-ce que vous leur parlez à tous ces mentors-là? Est-ce que vous leur dites « ça y est, je vais m'engager pleinement, même si j'ai déjà des bases, même si j'ai déjà milité » Est-ce que vous allez leur demander du conseil avant de rentrer? Et puis surtout, comment vous prenez la décision de vous engager pleinement? Non, au MESI, on disait que à qualité égale, le militantisme fait la différence. Donc, ça veut dire que il fallait se former. Il y avait de hauts cadres, de brillants cadres qui sont sortis du MESI et ensuite qui sont allés dans la politique. Donc nous d'abord, et puis vous vous rappelez, ou peut-être, non, vous étiez encore trop jeune, on ne pouvait pas être candidat du MESI si on n'était pas quand même brillant au niveau de l'école. Il y avait un certain nombre de conditions et tout cela. Donc, il fallait faire les études. J'ai fait des études, j'étais médecin, j'ai choisi une spécialité, j'ai commencé à travailler pour l'État, mais parallèlement, j'engageais la politique. À un moment donné, ça ne pouvait plus donc marcher ensemble parce qu'évidemment, déjà à l'Assemblée nationale, c'était très prenant. Et donc, on a dû abandonner pour la politique. Mais on le fait toujours avec les conseils et les bénédictions de nos aînés. Vous avez des regrets d'avoir arrêté votre carrière dans la médecine? Oh non, pas vraiment de regrets. Et puis, ce qui a été heureux, c'est que au plan gouvernemental, le premier poste que j'ai occupé, c'était le poste de ministre de la Santé et de la Population. Donc, vraiment, ministre de la Santé et de la Population, c'était ma spécialité, c'était l'application de ma spécialité. Je suis médecin de santé publique et donc l'élaboration de la politique, la mise en œuvre, le suivi, évaluation, ces questions, c'est ce que j'ai appris à l'école et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre au niveau du ministère. Et puis après, j'ai changé de département, mais évidemment, il y avait des réflexes qui venaient. Et puis quand on est dans le gouvernement pendant longtemps, on a la possibilité de continuer toujours à donner son avis sur la politique qui relève de sa formation initiale. Alors, vous avez évolué longtemps au sein du PDCI, vous avez rappelé que vous êtes parti à un moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez cette crise entre le PDCI et la plupart de ces militants attachés à Robert Gueye. Je crois que c'était ça la question et les incompréhensions qui ont conduit à tout ce que vous savez. Et donc, la première fois que j'étais candidat pour être député, j'étais candidat indépendant. Et c'est après tous ces candidats indépendants qui sont allés voir le général Agüesteso pour lui dire il faut qu'on s'organise politiquement. Et c'est comme ça qu'est né l'UDPCI. C'était donc la suite des incompréhensions et l'impossibilité de continuer à travailler ensemble, même si après, par la force des choses, nous nous sommes retrouvés dans le cadre du RHDP, avec les RDR aussi qui est sorti du PDCI, pour que nous entretenions la flamme au fouettis et l'esprit, et c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors, Robert Gueye, qu'on va revoir à l'écran maintenant, ça a été l'un de vos mentors? Oui, alors, c'était pas un homme politique. Je l'ai connu quand il était chef d'état-major, et puis ensuite, on s'est retrouvés quand
j'ai été élu député. Nous sommes partis, d'abord quand j'étais candidat, j'étais allé me présenter à lui, il m'a apporté ses bénédictions. Et quand on a été élu député, nous sommes allés nous mettre à sa disposition. Et avec la création de l'UDPCI, il a vu en moi des capacités. Donc, il a voulu que je sois secrétaire général du parti, ce que moi-même et d'autres ne lui ont pas conseillé. Donc, il a choisi un secrétaire général. C'était donc Bala Keïta. Il m'a demandé d'être le premier adjoint. Bala étant en exil, donc j'étais l'animateur du parti au niveau d'Abidjan. Ça m'a rapproché du général. Chaque week-end, pratiquement, je partais à Guessesso pour prendre des instructions et rendre compte. Et donc, c'était ça jusqu'à ce que le général soit donc assassiné le 19 septembre 2002. Est-ce que c'est une présence qui vous a qu'est-ce qui vous a apporté, et est-ce qu'aujourd'hui sa disparition, c'est quelque chose qui vous touche encore? C'est quelqu'un qui vous manque? Oui, ouais. Évidemment. Vous savez, quand un homme de la trempe du général Robert Gueye vous fait confiance et vous confie son parti en gestion et fait de vous l'animateur principal, parce que je partais à Guessesso, je revenais, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais des rencontres avec le président Alassane Ouattara qui était président du RDR, etc. Je participais à des débats, etc. Donc ça a créé une proximité que j'étais vraiment l'homme de main du général Robert Gueye, et vous avez vu tout ce qui a précédé son assassinat. J'avais été la cible à un moment donné. Évidemment, ça a été des moments difficiles. J'en ai pleuré des semaines. Ça a été des moments hyper difficiles. Et puis après, il fallait gérer l'héritage. Les aînés m'ont demandé si j'étais prêt à assumer ce que j'ai accepté. Donc, on a mené le combat pour pouvoir prendre possession de la gestion de l'UDPCI. Comment on garde le cap après les pertes d'êtres chers, les crises qui déchirent un pays, des attentats contre sa vie? Pourquoi on a encore envie de rester là, d'apporter quelque chose à la politique qui nous prend des choses? Parce que finalement, on va dans la politique pour apporter à son pays, même pour si apporter à une communauté. Même si elle nous prend à nous, même si elle nous enlève des êtres chers. Et c'est ça qui devient la révolte. Ouais. Et quand il y a la révolte, ça vous pousse davantage à continuer d'agir pour l'atteinte de l'objectif. Et je pense que ça a été l'une des motivations essentielles. Nous avons engagé quelque chose. Il y avait un homme qui était officier général à la retraite, qui ne demandait pas à faire la politique. Je suis de ceux qui lui ont dit il faut y aller. Et puis bon, il a perdu la vie dans ça. Sa famille l'a perdu. On se révolte, on continue le combat, on atteint les objectifs. Ça, c'est un de deux. Avec lui, on portait quelque chose pour le pays. Évidemment, il y a des gens qui croient en nous, qui espèrent que nous pouvons encore apporter cette différence et tout. Donc, on continue le chemin. Donc, il y a toutes ces motivations qui m'ont amené donc à la politique, et qui fait que tout à l'heure je vous ai dit c'est un sacerdoce, c'est difficile, je ne le conseille pas à mes enfants, mais quand ça doit arriver, ça arrive, etc. Mais évidemment, quand vous êtes en politique à un moment donné, c'est le sens du sacrifice qui vous guide. Est-ce que son départ vous a fait regretter justement cette demande que vous lui avez fait de s'engager en politique? Non, on n'a pas regretté, parce qu'évidemment, c'était pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Des fois, on perd beaucoup, on fait des sacrifices, ça fait partie de la vie, malheureusement, mais il n'y a pas eu de regret. Qu'est-ce qui vous motive, vous, au quotidien? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter à la Côte d'Ivoire au moment de votre engagement, à cette époque-là? Je veux apporter à la Côte d'Ivoire, évidemment pas seul, avec bien d'autres, aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara et tous ses compagnons, apporter à la Côte d'Ivoire le mieux-être pour les populations, apporter la paix à la Côte d'Ivoire, faire en sorte que la construction nationale se poursuive dans les meilleurs optiques possibles,
faire en sorte que nous tirons le meilleur du potentiel que nous avons, parce que c'est un pays à potentiel. Nous avons des ressources naturelles et humaines importantes qui demandent que le génie politique, le génie donc des gestionnaires, des décideurs conduisent donc au meilleur pour les populations. Alors, une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça demande, on est en 2025, année électorale, est-ce que ça demande quelque chose de particulier, une espèce d'onction ou de volonté de changer les choses que de se présenter à une élection présidentielle? Est-ce que... Absolument. Si vous ne sentez pas en vous l'envie ou la capacité d'apporter, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller parce que il y a des risques, il y a des sacrifices à faire. Il y a de la disponibilité qui est prélevée sur celle que vous réservez à vos proches, à votre famille, et tout ça. Donc, vous pouvez pas y aller si vous ne vous sentez pas l'envie ou la capacité d'apporter quelque chose à votre pays ou à votre communauté. Votre première candidature en 2010? Oui, à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle de 2010. L'élection présidentielle, sinon aux législatives déjà en 2000. Oui, justement, à la présidentielle. Vous en gardez quoi comme souvenir de toute cette... C'était un moment important. C'était un moment important. Vous savez, c'était pas évident. Nous nous sommes engagés. Il fallait avoir un projet de société. C'était bâtir la nation que nous avions avec l'UDPCI. Ensuite, un programme de gouvernement qui se structure autour de tous les secteurs. Ce programme, il fallait le présenter, le défendre. Ce que j'ai fait devant le secteur privé, ce que j'ai fait à la télé, à d'autres endroits. Et donc tout ça vous permet de mieux vous imprégner des réalités du pays et d'avancer. Il fallait aussi aller au contact des populations. Je vous avoue que j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis allé dans certains départements, certaines sous-préfectures plus d'une fois. Ça fait aujourd'hui de moi peut-être être au nombre de la poignée d'hommes politiques qui peuvent dire qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire, je connais le peuple ivoirien, je connais les régions de Côte d'Ivoire, je les ai visitées et Dieu merci, beaucoup me connaissent et à l'occasion du festival que j'organise tous les mois de décembre à Mans, les peuples de Côte d'Ivoire m'honorent du déplacement qu'ils font en tant qu'invités. Alors cette candidature en 2010, elle arrive dans un contexte qui est quand même particulier. Le pays a connu une crise avant. En 2007, vous avez joué notamment un rôle particulier dans la signature des accords de paix. C'était un moment où vous avez senti que vous portiez quelque part avec cette signature que vous avez posée sur le papier, le destin de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait des choix qui parfois n'ont pas été compris, mais oui, c'était important d'être donc de ceux qui accompagnaient le processus. Les choses se sont conclues évidemment entre les trois hommes que vous voyez, mais toute la classe politique a accompagné. C'était des moments importants de paix à tisser. Je suis heureux que au moins ce soit arrivé, que nous ayons pu avoir des élections en 2010, même s'il y a le regret de la suite de ces élections avec plus de 3000 morts, mais je crois qu'il était important de participer à tous les processus de paix et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait aussi en mettant en place les RHDP. C'était un rassemblement pour la paix et travailler donc à la cohésion des Ofotis. Est-ce qu'on a un pincement au cœur quand on... Je sais que l'idée du RHDP n'a jamais été, en tout cas dans le discours, de faire disparaître les formations politiques qui le rejoignaient, mais est-ce qu'on a un pincement au cœur de se fondre dans cette grande masse sous l'égide de quelqu'un d'autre qui va porter justement les ambitions? Non, il y a eu donc toute une démarche. Nous avons eu le RHDP, donc groupement des partis. Ensuite, nous avons eu le RHDP parti politique. Nous y avons travaillé. Il y a eu quelques incompréhensions. Certains se sont
retiré du RHDP, mais aujourd'hui, la structure résiste et je pense que ça se consolide. Et l'occasion du prochain congrès que le président a annoncé va être justement le cadre pour pouvoir toiletter nos tests, renforcer notre cohésion et nous mobiliser pour mieux servir la Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que le jeu des alliances, ça reste quand même le fort de la politique, peut-être un peu plus particulièrement en Côte d'Ivoire, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a collé à la peau de votre image politique. On vous a reproché d'avoir quitté le PDCI, d'avoir créé votre parti, d'être allé au RHDP, d'en être sorti, d'être revenu. Comment est-ce que vous vivez ces commentaires que les gens font sur vous? Alors, parfois vous savez, même vous dire girouette politique. Parce que justement les gens n'ont pas l'occasion ou le temps de bien comprendre, de mieux comprendre les choses. Et vous pouvez pas passer dans chaque ménage ou chez chacun de vos compatriotes pour expliquer. C'est ce qui est quelquefois difficile. Moi, je fais la politique en observant des règles vraiment d'orthodoxie. Voilà. Vous êtes dans un groupe, il y a des règles, vous respectez les règles. Voilà. Si votre organisation se réunit dans un cadre approprié et prend une décision, si c'est vous qui êtes devant, vous exécutez. Ou alors vous démissionnez. Voilà. C'est tout. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui fait que quand c'est oui, et puis on y va. Quand c'est non, on y va. Parce qu'il est clair, c'est que chacune des étapes que j'ai fait avec la formation politique que j'animais, je l'ai fait en consultant les organes appropriés de l'organisation et qui prenaient les décisions. Et moi, je ne faisais que mettre en œuvre ces décisions-là. Ceux qui sont pas avec nous ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et puis maintenant, il y a tout le contexte qui guide le reste. Et puis, une fois que vous voyez que ce que vous faites est conforme à l'avis du plus grand nombre de ceux qui sont vos compagnons, il faut pas hésiter. 2020, ça a été une période particulièrement marquante avec le front d'opposition. C'est vrai que c'est pas très approprié de faire de la politique fiction avec des si on peut refaire le monde. Mais si jamais le président Alassane Ouattara ne s'était pas présenté, s'il avait fait marche arrière en 2020, comment vous pensez que les choses se seraient passées? Je pense que vous avez étudié tous les scénarios. Vous savez, le président Alassane Ouattara s'est présenté dans un contexte donné. Sinon, il y avait eu déjà un choix. Mon frère Amadou Gon avait été choisi. Si Dieu n'avait pas décidé de le rappeler, certainement que le président n'aurait pas été candidat. Il a été parce que la situation s'est présentée. Peut-être même que si il n'avait pas proposé Amadou Gon que dès le départ, il avait fait l'option d'être candidat, peut-être que nous n'aurons même pas eu de difficultés non plus au niveau du RHDP. Donc, c'est pas de la science-fiction, mais la politique aussi, c'est une appréciation des réalités du moment. Une situation se présente, on apprécie et puis on prend la bonne décision en avance. Vous pensez que beaucoup ont été peinés à l'intérieur de ne pas être considérés comme des options de remplacement? Oui, c'est ça qui a motivé les départs. C'est toujours comme ça, y compris moi. Voilà, donc c'est toujours comme ça. On voudrait que, etc., etc. Et puis après, on n'a pas toujours le temps de discuter. Les incompréhensions sont entretenues. Et puis, si la surenchère intervient, c'est terminé. Et puis après, c'est les regrets beaucoup plus tard. Dire, on aurait dû, etc. Je voudrais vous dire, dans le cas du Premier ministre Amadou Gon, quand il a été choisi, qu'il a voyagé et que je m'étais fâché avec cette décision, il est rentré en contact avec moi. Vous n'avez convenu que une fois qu'il rentre, on se parle. Malheureusement, Dieu n'a pas donné cette occasion parce qu'Amadou est rentré un samedi, j'étais à Mans, je suis rentré à Abidjan dimanche, il y avait un conseil mercredi, je me proposais, comme on l'avait dit, de le contacter jeudi pour que nous parlions et c'est mercredi qu'il a été rappelé à Dieu. Vous voyez, donc des fois, la volonté du Tout-Puissant s'exprime et les hommes n'y peuvent rien.
Vous avez dû faire beaucoup de choix en politique, des concessions. Est-ce que certains de ces choix ont eu des impacts négatifs sur votre carrière? Est-ce que vous pensez que certains d'entre eux vous ont empêché de faire certaines choses ou d'être là où vous auriez aimé être? D'être là où j'aurais voulu être, peut-être d'être là où des opportunités se seraient présentées. Mais vous savez que dans la vie, c'est pas tout qui s'obtient. Je suis croyant. Donc je dis, quand Dieu a décidé, ça arrive forcément. Voilà, ça arrive forcément. Donc il y a des choix que vous faites qui ont des conséquences, il faut les assumer. Il faut les assumer en toute responsabilité. Évidemment, si vous n'avez pas fait ce choix, peut-être que vous serez dans du confort ou pas. Mais il y a l'aspect moral qui compte beaucoup. Et lorsque vous êtes moralement stable, je pense qu'il y a pas mieux que ça. Alors, quel choix a eu le plus d'impact sur votre vie politique, vous diriez aujourd'hui? Quel choix a eu plus d'impact politique? Je pense que le choix qui a eu le plus d'impact politique, c'est ma sortie du PDCI pour aller à l'UDPCI. Parce que c'est ça qui a fait de moi un homme politique de premier plan. J'ai été secrétaire général adjoint de l'UDPCI à sa création, mais avec des responsabilités énorme. En l'espace de 2 ans, j'ai conquis les cœurs. J'ai été désigné à l'unanimité comme président de l'UDPCI et donc du coup chef de parti, quatrième force politique à ce moment-là, et donc interlocuteur des autres partis politiques, mais aussi du pouvoir et tout. Je pense que fondamentalement, ça a beaucoup joué dans mon parcours politique et dans ma vie. Une vie professionnelle, une vie politique, une vie tout court, c'est des réussites, mais aussi des échecs. Souvent, c'est ce qui permet de se construire le mieux. Absolument. Votre plus gros échec? Mon plus gros échec au plan professionnel, je pense que je suis accompli. Je suis allé jusqu'à faire la formation professionnelle pointue. Je connais donc mon métier, la spécialité que j'ai embrassée. Au plan politique, évidemment, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. En 2010, je suis arrivé 4e. C'était pas ce que j'espérais. Donc, si on veut voir, c'est peut-être le plus gros échec politique. Parce que j'aurais voulu faire un meilleur score. Ouais. Et votre plus grand regret, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie politique? Le plus grand regret, c'est que Dieu ne nous a pas permis, par exemple en 2020, d'échanger dans le cadre du RHDP, notamment avec le président ou son entourage, pour éviter les incompréhensions que nous avons enregistrées. Dieu merci, nous avons su surmonter ça rapidement. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le président Alassane Ouattara s'est comporté vis-à-vis de moi comme un père, mais parce que aussi tout mon entourage a compris que notre place se trouvait dans le RHDP avec le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que votre père, qu'on a vu en début d'émission, dirait de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Est-ce que vous aurez aimé qu'il soit là, qu'il vous voit assis aujourd'hui dans ce canapé en train de retracer? Oh, il serait fier, et puis certainement c'est ce qu'il voulait, que je sois grand, constater aujourd'hui que je suis grand, que je m'assume pleinement. Je pense que ça aurait été une grande fierté. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Lui dire merci. Lui dire merci pour le sacrifice, pour l'amour, pour tout ce qu'il m'a apporté. Vous parliez tout à l'heure de foi. Vous avez fait le pèlerinage à la Mecque. Vous avez d'ailleurs choisi de nous rapporter un objet qu'on demande à nos invités. Vous avez choisi ce chapelet. Qu'est-ce que ça représente
pour vous? Alors, je n'ai pas choisi ces chapelets. J'ai vu que ce sont les gens de la maison qui vous ont envoyé ces chapelets. On a choisi pour vous, donc. Bon alors, et puis il y en a un avec lequel je sors de temps en temps. Tout à l'heure, avant de sortir, je cherchais pour mettre dans la poche ce tout petit chapelet qui avait disparu aussi. Et quand je suis arrivé, j'ai vu sur la table ici, j'ai dit, dis donc, mais je vois maintenant ce qui s'était passé. En fait, le chapelet pour le musulman, c'est un instrument donc de prière. On fait des zikrs avec, des invocations. On appelle Dieu par ses noms en utilisant le chapelet également, et très souvent j'utilise le chapelet. Je me déplace avec le chapelet, j'ai toujours un chapelet dans le véhicule ou quelquefois dans la poche, et dès que je peux, je prie, je fais donc des zikrs, et c'est quelque chose d'important pour moi. En tout cas pour moi, la foi est quelque chose d'essentiel, et j'essaie en tout cas d'être attaché à la religion que je choisis, l'islam, bien entendu, en respectant toutes les autres religions. Alors vous croyez à la foi, à la religion, mais vous croyez aussi aux valeurs du sport, pour la consolidation de la paix. Absolument. Dans la consolidation, d'abord dans l'entretien du corps humain, ensuite de l'esprit, et puis après la cohésion. Vous avez vu l'impact extraordinaire de la dernière CAN chez nous, comment ça nous a rassemblés. On se souvient déjà que sous le président Houphouët-Boigny, c'est le ministre Laurent Donat-Fologo qui avait parlé de sursaut national. Lorsque les éléphants, à un moment donné, on sentait que les Ivoiriens ne supportaient pas leur équipe. C'était donc en marge de la CAN que nous avons organisée en 84 et de bien d'autres, Fologo a appelé donc au sursaut national. Nous avons connu le vrai sursaut à l'occasion de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont retrouvés autour du chef de l'État, autour des autorités, dans les villages, dans les quartiers, partout, à l'étranger, attachés à leur équipe nationale, donc à leur patrie. Et c'est ça qui nous a amené la victoire. Vous avez vu les résultats catastrophiques à l'issue des matchs de poule. Mais après, il fallait vraiment que le peuple pousse son équipe, et les joueurs l'ont ressenti. Et ils se sont donc surpassés, ça a donné ces résultats. Donc le sport est capable de miracles, et c'est quelque chose d'important dans une nation que nous entretenions. Donc l'esprit sportif, la pratique du sport en communauté, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau amateur. Le sport, mais aussi la culture. Vous avez initié un festival chez vous, à l'ouest du pays, un festival de Tongpi Ndaini Dale, qui est aujourd'hui une institution. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de cet attachement à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et puis cette envie de mettre sur pied ce festival? Ça répond à... Alors, j'ai fait toute mon enfance dans ma région. J'y ai grandi, je connais sa culture, je connais le peuple. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire la politique. Très jeune, j'étais candidat aux législatives en 2000, et depuis 2000, la circonscription de Zouania m'a choisi chaque 5 ans pour la représenter au Parlement. Après, je suis devenu président de région. Donc tout cela fait que je suis très attaché à la région du Tongpi et au peuple d'An. Et donc nous avons voulu trouver un instrument de rassemblement pour défendre et faire la promotion de notre patrimoine culturel, mais aussi nous rassembler, avoir l'occasion de travailler au développement économique de la région. Je voudrais aujourd'hui dire merci à tous ces cadres qui, dès le départ, ont été avec nous et sont encore avec nous, et ont fait donc de Tongpi Ndaye, en l'espace de 7 ans, un des festivals les plus appréciés. Le ministère de la Culture nous classe parmi les 5 premiers festivals. Je pense que c'est grand le parcours que nous avons fait. Nous allons continuer et faire découvrir cette belle culture à la Côte d'Ivoire au monde entier.
Est-ce que vous avez le sentiment que les Ivoiriens vous connaissent? Peut-être pas suffisamment. Oui. Peut-être pas suffisamment parce que quelquefois, je vois des jugements erronés, dépourvus vraiment d'analyse profonde. Je souhaite qu'ils aient l'occasion de mieux me connaître, mais de me connaître tel que je suis, pas avec les superfiges ou des apparats qui sont trompeurs. Et évidemment, c'est ce que je m'efforce de faire. Il y a certains de ces commentaires qui vous touchent particulièrement en tant qu'homme. Je sais qu'on essaie de se construire une carapace, mais il y a peut-être des failles qui apparaissent parfois. Non, je n'ai jamais été déstabilisé ou désarmé par tout cela. Vous avez vu tout à l'heure tout le jugement politique qui est fait lorsque une décision est prise et tout ça, mais parce qu'ils ne vous connaissent pas. Moi, je ne suis pas enfant d'industriel. Je suis enfant de paysan, né dans un village, dans un campement d'ailleurs. Jean-Louis Billon sera pas content de ça. Comment? Jean-Louis Billon sera pas content. Ah oui, non. Jean-Louis Billon, c'est tout à fait. Nous sommes les opposés. Voilà. Donc grandi au village, scolarisé dans la région, qui aime prendre ses vacances au village, etc., etc. C'est ce que je suis et je pense que beaucoup d'Ivoiriens sont comme ça et je voudrais que mes frères et mes sœurs de la Côte d'Ivoire sachent que je suis comme eux et que tout le reste n'est pas vrai. Je suis pas attaché au matériel. On y est, ça y est, on est dans cette émission où on a envie d'apprendre à vous connaître, à mieux vous connaître. Si vous aviez un message à donner aux Ivoiriens aujourd'hui sur la personne que vous êtes, sur les valeurs que vous véhiculez, vous diriez quoi? Je dirais que je suis un homme de foi. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est le sens du sacrifice. Il faut être prêt à donner. Et quand on donne par amour, sincèrement, on a toujours en retour la récompense de Dieu lui-même et la reconnaissance des siens. Je crois que c'est important. C'est ça qui me caractérise. Je suis heureux partout avec tout le monde. Je souhaite que la Côte d'Ivoire se construise dans la paix, dans la cohésion, dans la fraternité. Aujourd'hui, des ambitions, ou alors est-ce que vous êtes celui qui solidifie le parcours des autres, ou alors est-ce que vous vous imaginez encore un jour aller à une élection présidentielle? Je voudrais dire déjà que pour donc 2025, nous souhaitons vivement au niveau du RHDP que le président nous conduise. Donc pour les 5 prochaines années, nous allons nous mobiliser pour que cela soit une réalité. Et puis lui qui nous connaît, les uns les autres, verra quel rôle on joue dans son dispositif pour continuer de construire cette belle Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui. Mais vous avez maintenant, ça vous habite toujours, vous avez toujours le feu, les envies. Non, maintenant au-delà. Je suis un croyant. Je pense que le moment venu, avec tous nos amis du RHDP, nous apprécierons. Évidemment, on sera toujours prêt à assumer des responsabilités au nom des autres. Prêt, mais est-ce qu'on a envie? Si on n'a pas envie, on ne peut pas être prêt. Et il est évident que ça va de soi. Alors, j'aimerais que vous livriez un petit exercice. On demande à nos invités de rédiger une question à adresser à un invité qui viendra peut-être sur ce canapé de la part politique. Ça peut être un opposant, quelqu'un à qui on n'a jamais eu l'occasion de poser des questions de fond. Vous choisiriez qui? Comme je ne sais pas qui vous invitez. Ça peut peut-être nous donner des idées. Comme je ne sais pas qui vous aime. Moi, je veux que vous invitez tout le monde. À qui vous avez envie de poser une question? Mais est-ce que vous allez inviter le président Alassane Ouattara? J'aimerais bien, vous lui passerez le message. Oui, si c'est lui que vous invitez, évidemment. Est-ce que vous prenez l'engagement de lui demander de venir ici?
Ah oui, je peux lui demander. Maintenant, il faut que sa disponibilité, tout ça lui permette de venir. Nous sommes tellement nombreux, ces lieutenants, qui pouvons répondre à votre invitation, que je sais pas si ce serait bien séant que le président y réponde maintenant, parce que on est nombreux qui pourront passer. Alors, vous lui direz qu'il a déjà des messages qui lui sont adressés dans ces enveloppes-là, notamment un message qu'on a de Jean-Louis Billon, qui l'attend. Donc il faudrait qu'il vienne nous voir. D'accord, ok, très bien. Alors, ce serait à lui que vous voudriez poser une question? Ah oui, mais si c'est lui l'invité. Maintenant, si vous avez un autre invité, en fonction de l'invité, moi, je peux avoir une question. Ça dépend vraiment de vous. Ouais, n'importe quelle personne. En fonction de l'invité, je peux avoir une question. Nous, on invite tout le monde. À qui vous avez envie de poser une question? À tout le monde. À tout le monde? À tout le monde. Ah, vous me facilitez pas la tâche, là. Non, à tout le monde, parce que ce que je souhaite, ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est des hommes politiques attachés à la paix. Alors, on va l'adresser, donc, à la classe politique ivoirienne. Voilà. D'accord? On la posera à tous les invités qui vont venir. Voilà. Alors, je vous laisse la rédiger. Vous avez une petite carte. Bien. Donc, j'écris ici. Alors, est-ce que vous pouvez me lire la question que vous avez choisi de poser? Alors, que pensez-vous qu'il soit le sacrifice que vous êtes prêt à faire pour la paix et la cohésion dans notre pays? Adressez donc que ça s'adresse à tous les hommes politiques. À la classe politique. Je vous laisse écrire au dos de l'enveloppe, donc, à la classe politique ivoirienne. Je vous laisse glisser votre message à l'intérieur. Très bien. Et puis, on vous promet de la poser. Vous l'avez signé? Vous l'avez signé de vous? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on pourrait nous dire qu'on l'a inventé. Pour qu'on sache d'où ça vient. Et voilà, on s'engage donc à poser la question à la classe politique ivoirienne et à tous les invités qui vont passer sur ce plateau. Et puis bien sûr, on note que vous avez accepté de plaider pour nous en faveur du président de la République pour passer nous voir à l'appart politique. Inch'Allah. Et je le dis à tous les invités qui passent ici, cette émission est là pour but de dépassionner le débat politique, d'apprendre à connaître les acteurs qui façonnent la Côte d'Ivoire. Vous en faites partie, et j'aimerais que vous adressiez aujourd'hui à la jeunesse, à ceux qui découvrent ces nouveaux leaders politiques, pas nouveaux, mais qui ne les connaissent pas forcément très bien, qui vont peut-être être des primo-votants cette année. Est-ce que vous avez un message à adresser? Alors, aux jeunes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui attendent beaucoup de leur pays, mais aussi de ses dirigeants, je voudrais les inviter à prendre toute leur place dans le débat. Un débat passionné, mais un débat raisonnable. Ils doivent faire preuve de maturité, chercher à mieux comprendre l'environnement, chercher à savoir un peu le potentiel de notre pays. C'est un pays qui est riche donc de sa jeunesse et de la capacité que la jeunesse démontre aujourd'hui. Et donc pour 2025, les jeunes de Côte d'Ivoire doivent faire en sorte de peser dans le choix des électeurs pour l'élection présidentielle. Il est important que vous alliez voter. J'espère que vous êtes nombreux à vous être inscrits sur la liste électorale. Faites en sorte de participer donc à la campagne en mettant en place des groupes de volontaires. Nous autres, vos aînés, nous sommes disponibles si vous avez besoin de conseils, d'avis ou d'encadrement, et nous serons avec vous pour que votre choix soit le choix qui s'exprime à travers les urnes. Et un tout dernier mot, votre Côte d'Ivoire idéale dans 10, 15, 20 ans, ce serait laquelle? Alors, c'est un rêve que m'inspire ce que le président Houphouët-Boigny nous avait dit, que la Côte d'Ivoire était un État, mais qu'il y avait encore du chemin à faire pour devenir une nation. Parce qu'une nation, c'est justement un peuple capable de sursaut face à un certain nombre de situations. C'est une nation, c'est donc des ressorts solides qu'on met en place pour la cohésion, pour la réconciliation des cœurs, pour un engagement commun. C'est tout cela
à travers l'Ivoirien nouveau dont le président Alassane Ouattara ne cesse de parler, que nous allons construire une belle Côte d'Ivoire. Les infrastructures arriveront toujours, mais pour que ça arrive avec la qualité dans la durée qui s'impose à une vraie émergence, il est important que chacun joue son rôle. Les décideurs politiques auront leur rôle à jouer. Chacun de nous aura son rôle à jouer. Mon rêve, c'est donc une nation ivoirienne forte, solide, solidaire, et qui s'engage sur le chemin du développement durable. Alors avant de se quitter, tradition de la part politique, on demande à nos invités de prendre un petit selfie avec moi, une petite photo en souvenir. Ça vous dit? Ouais, je vous laisse la prendre. J'ai apporté mon téléphone. Puis je sais que vous faites de belles photos. On a vu. Hop. Alors. Voilà. Tac. Je prends un peu plus de. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est moi qui vous dis merci. À la part politique. C'est moi qui vous dis merci. Vous vous êtes senti à l'aise et chez vous. Totalement, totalement. Bel appartement, bel accueil. On a été heureux des échanges. Merci beaucoup. Merci.